n'y a que les assassins et les chirurgiens qui transgressent, qui traversent la peau avec un couteau. Les chirurgiens, au départ, le faisaient de façon extrêmement transgressive. Les débuts de la chirurgie ont été difficiles. Il a fallu profaner des cadavres, il a fallu faire des autopsies, il a fallu braver des interdits. Actuellement, je travaille dans un bloc opératoire. Il y a 11 salles qui fonctionnent en même temps. Les chirurgiens ne transgressent pas au quotidien. Ils exercent une profession qui est encadrée, assermentée. Ils obéissent à des techniques qui sont partagées par leurs pairs. Ils sont dans les règles, dans les limites de leur profession. Je ne fais pas de la chirurgie curative, je fais de la chirurgie plastique. Je ne sauve pas des vies, je sauve les apparences. C'est particulier, la demande est particulière. Il ne s'agit pas de rester en vie, il s'agit de modifier quelque chose qui a à voir avec son destin, quelque chose qui est préétabli, comme son ADN, par exemple, son hérédité, quelque chose qu'il a créé. C'est en quelque sorte discuter avec le créateur d'une certaine manière. Dans ce sens, la transgression, et il y a deux transgressions en chirurgie plastique qu'on va distinguer, c'est la transgression du patient et la transgression du chirurgien. La transgression du patient, elle est occasionnelle. Il va faire ça une fois, 2 fois dans sa vie. Il va discuter son âge, il peut discuter son sexe, il va discuter l'hérédité de sa forme. Nous sommes des chirurgiens de l'image. Personne, par exemple, n'est contre la chirurgie cardiaque. Personne n'est contre la cardiologie. Il existe des personnes qui sont contre la chirurgie esthétique. Au sein des chirurgiens, nous occupons une place particulière parce que nous répondons à une demande particulière. Je vais m'attacher plutôt à la transgression du chirurgien. Bien que j'ai été, moi, à la fois consommatrice, patiente de chirurgie esthétique, l'essentiel de mon activité, je suis chirurgienne plasticienne et je fais de la chirurgie plastique. Alors, c'est une transgression qui est particulière. On n'obéit pas à une nécessité, on n'obéit pas à un devoir, on répond à une demande qui est une demande sur l'image, on demande de transformer l'image. Pour autant, au quotidien, moi non plus, je n'ai pas l'impression de transgresser. Parce que j'opère des personnes qui ont une demande qui est commune, partagée, parce que je fais de la chirurgie cadrée, parce que je le fais en public, dans un bloc opératoire, devant une équipe lourde, parce que j'utilise les mêmes techniques que mes collègues, que mes confrères, parce qu'elle est quasiment réglementée. J'opère dans les règles de l'art. Et quand je mets des prothèses mammaires, quand je corrige un nez, quand je fais une liposuction, je peux en faire 5 ou 6 dans une journée. Je n'ai pas l'impression de transgresser au quotidien. La question que je me suis posée, c'est dans quelles circonstances j'ai la sensation de transgresser ou à quel moment je transgresse. On voit que les limites de la transgression, elles varient dans le temps. Ce n'était pas la même transgression d'opérer un transgenre il y a 40 ans que d'opérer un transgenre maintenant. Maintenant, la communauté des transgenres est peut-être mieux identifiée, s'exprime plus. Il y a des services entiers de chirurgie plastique qui font de la chirurgie du transgenre. Et dans ce service, où la majorité des internes de chirurgie plastique passent, il n'y a pas de transgression au quotidien. On sait que ce sont des patientes qui ont suivi un processus, un protocole, qu'on les a correctement identifiées et qu'on leur prodigue des soins qui sont prodigués dans plusieurs pays par plusieurs chirurgiens. Je vais prendre quelques exemples des dernières transgressions de la chirurgie plastique. D'abord une évidente, une collective, la greffe de visage. Il n'y a pas longtemps, en France, a été faite la première mondiale de greffe de visage. Ce n'est pas un médecin qui a transgressé, c'est toute une équipe. Ils n'étaient pas les seuls à être prêts à faire une greffe de visage. Plusieurs équipes dans le monde avaient établi des protocoles, avaient communiqué entre elles, avaient défini qu'est-ce qu'il fallait faire pour une greffe de visage. Qu'est-ce qui était transgressif dans la greffe de visage ?
c'est qu'on greffait non seulement une fonction, mais aussi une identité. Mais que le visage, en tant qu'organe, en tant que fonction, est quelque chose qui est indispensable. La fonction du visage, elle est la même pour tout le monde. Voir, avoir une apparence sociale, respirer, avoir une bouche qui est congruente, avoir des paupières qui se ferment et qui s'ouvrent, c'est quelque chose que tout le monde a. Mais le visage, c'est aussi l'identité. Et se sont posées plusieurs questions. Premièrement, comment on demande à un donneur, ou plus exactement à la famille d'un donneur, de donner le visage d'un patient? Qu'est-ce qui lui est pris? Qu'est-ce qui est transféré à quelqu'un d'autre? Ce n'était pas tellement la demande du patient lui-même qui était étonnante. Les patients qui ont été candidats à une greffe de visage n'avaient pas le choix. Ils avaient réellement plus de visage. Ils ne pouvaient plus se montrer dans la rue. Ils ne pouvaient plus vivre une vie d'être humain avec des contacts sociaux. La demande du patient n'était pas transgressive. C'était la demande du visage du donneur. C'était, par exemple, il a été décidé qu'on pouvait prélever un visage à condition d'en refaire un à l'identique, qui est un moulage, et de le remettre sur le donneur avant qu'il soit enterré. La greffe de visage a aussi posé d'autres problèmes qui ont été transgressifs. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a enlevé un visage, même non visible, à quelqu'un, qu'on lui a transféré le visage d'un donneur et qu'il y a un rejet de greffe? On a un patient qui est vivant, qui est viable, qui rejette son visage. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant que les structures sont à nu, et qu'est-ce qui va se passer? Il a été réalisé, on va dire, environ 50 à 60 greffes de visage dans le monde. C'est quelque chose qui est très limité comme indication. Une autre chirurgie qui a été transgressive, c'est la chirurgie du genre. La chirurgie du genre était, quand j'ai commencé à exercer cette chirurgie, assez peu répandue, mais néanmoins existante et encadrée. Le fait de discuter le sexe comme genre, c'est-à-dire le fait de discuter son sexe génétique comme destin, est quelque chose qui est maintenant de plus en plus, je ne dirais pas que c'est de plus en plus demandé, je ne crois pas qu'il y ait une augmentation de la demande, mais que la demande est de plus en plus banalisée. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, que quelqu'un ne veuille pas être prédestiné par sa formule chromosomique qui est XX ou XY, mais qu'il en discute sa destinée, c'est-à-dire en ceci, il s'oppose à son destin. Il illustre pour moi la phrase de Freud, l'anatomie c'est le destin, c'est-à-dire qu'il récuse son anatomie pour avoir un destin autre, un destin de fille s'il est né homme, un destin d'homme s'il est né fille. Et puis maintenant il existe des she-males, c'est-à-dire des personnes qui demandent un corps intermédiaire entre homme et femme. La chirurgie du genre a été transgressive, mais est maintenant parfaitement encadrée. Donc, au quotidien, je ne fais pas de greffe de visage, je ne fais pas de chirurgie des organes génitaux dans la chirurgie du genre, c'est réservé aux services hospitaliers très précis. Je mets effectivement des prothèses mammaires, soit à des hommes qui veulent devenir femmes, soit même à des hommes qui veulent garder leur pénis et avoir des prothèses mammaires et constituer ce nouveau genre qu'ils ont décidé. J'ai eu récemment un cas clinique dont je voudrais vous parler, qui pour moi pose de façon assez précise la question de la transgression. Arrive dans mon bureau un jeune homme de 28 ans, autiste, Asperger, qui me demande de lui couper la langue en deux dans le sens de la longueur, comme ça. La demande, je ne l'ai jamais entendue. Je suis un peu estomaquée. Je discute avec lui. Je regarde sur Internet des langues coupées en deux. J'ignorais même à quoi ça existait. Je réalise, et ça me rassure, qu'il existe une certaine communauté de gens, manifestement, qui se font couper la langue en deux dans le sens de la longueur. Je discute avec le jeune homme qui est en face de moi. Je suis persuadée, à l'entendre, que c'est ce qu'il veut. D'abord, il raconte qu'il le veut depuis qu'il a l'âge de 7 ans, 8 ans. Ça sonne dans mon oreille.
c'est l'âge où les transgenres me disent, quand je dis quand est-ce que vous avez su que vous êtes verbalisé le fait que vous étiez une fille ou que vous étiez un garçon, ça date à peu près de cette époque-là. Pourquoi il veut couper sa langue en deux? Sincèrement, c'est très difficile à comprendre pour moi. J'y entends quelque chose de parler sa langue. Il me parle de ses transmissions culturelles. Il est issu d'un couple qui a des origines culturelles différentes, que sa langue parle avec lui-même. Bon. Je suis sûre que c'est ce qu'il désire profondément et qu'il veut le faire. Sa mère, que je vois aussi, me supplie de faire cette intervention. Cette intervention est habituellement faite par des gens qui font du piercing, plutôt en dehors de blocs opératoires. Elle est faite sous anesthésie locale. La langue, ça peut saigner énormément. La mère est absolument épouvantée à l'idée que son fils se fasse opérer dans ces conditions, et elle cherche évidemment un chirurgien pour l'opérer. Je demande à mon patient s'il accepte que je discute avec son psy, histoire d'étayer mon raisonnement, de discuter avec quelqu'un qui me parle de patients, qui me dit ce que j'en pense. Je discute longuement, à plusieurs reprises avec son psy, et son psy me dit qu'effectivement, c'est ce dont il a envie, il veut vraiment le faire ça, il pense lui aussi qu'il va le faire, et il pense lui aussi que s'il le fait, il vaut mieux que ce soit dans un bloc opératoire, dans de bonnes conditions, sous anesthésie générale, que dans un garage ou dans une échoppe de personnes qui font du piercing et du tatouage, puisque c'est eux actuellement qui font ce type d'intervention. Je me dis, effectivement, si c'était mon fils et que je pensais réellement qu'il allait se faire couper la langue, je préférerais qu'il le fasse par un chirurgien plutôt que dans d'autres conditions. L'intervention est très facile à réaliser. C'est vraiment pas une intervention difficile. Il suffit de couper la langue dans le sens de la longueur, de vérifier l'hémostase. Ça va durer une demi-heure. L'intervention est réversible. Ça durerait à peu près le même temps. Je pourrais remettre la langue en l'état. Je me pose 3 questions. Premièrement, en cas de complications au bloc opératoire, et nous savons qu'en chirurgie, quelquefois le diable se mêle des détails, comment je vais justifier que j'ai coupé la langue en deux d'un patient? Deuxièmement, est-ce que je suis certaine que mon intervention va rendre service à mon patient? C'est-à-dire, une fois que ce sera fait, est-ce qu'il ne va pas mal le vivre, aller plus mal? Je suis un peu embêtée là-dessus. Et troisièmement, est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça? Donc, j'appelle l'avocat de ma compagnie d'assurance, à qui je dis, bon, je voudrais faire cette intervention. Il me dit, tu n'y penses pas? C'est une mutilation. Tu peux te faire interdire, radier par l'ordre de médecin, tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis donc face à 2 transgressions et je suis en face, en fait, de la situation assez fréquente de gens qui veulent transgresser, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité, c'est comme ça d'ailleurs que la transgression sur l'avortement ou dans certains domaines c'est faite, des patients le font, à partir du moment où ils le font, comment doit-on l'encadrer et qu'est-ce qui va pousser une société à organiser la transgression? Je n'ai pas encore tranché en ce qui concerne mon patient. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. J'y réfléchis encore. L'intervention, si elle a lieu, est prévue pour l'été. Merci beaucoup Isabelle pour cette passionnante communication. Je crois qu'elle nous plonge tous dans une certaine perplexité. Je pense que personne n'aimerait vraiment être à votre place dans ce dilemme qui me paraît extrêmement compliqué, effectivement, et qui est aux confins de... Peut-être une question que j'aimerais vous poser. Moi, je me demande finalement si on n'est pas dans une espèce d'anti-transgression de la part de cette chirurgie. Autrement dit, l'évolution sociale, la poussée sociale, les désirs individuels sont de plus en plus affirmés. Au fond, est-ce que ça n'est pas ne pas transgresser que de suivre ça et qui transgresse au fond?
Est-ce que c'est pas votre patient là qui voulait se faire couper la langue dans le sens de la longueur, ou le transgenre qui dit finalement, la personne transgenre qui dit ben voilà, je n'accepte plus la manière dont je suis né, dont j'ai été génétiquement constitué. Lui me semble clairement transgressif, non? Ces deux patients. Ces deux patients. Évidemment, profondément transgressif. Et finalement, vous, alors, est-ce que vous l'êtes vraiment transgressive? Ou est-ce que finalement, vous suivez la poussée sociale? Nous suivons la poussée sociale, mais nous la suivons collectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas, en général, sauf dans un cas un peu particulier qui est celui que je vous raconte, c'est organisé. C'est-à-dire que c'est discuté, des groupes de médecins en discutent, des chirurgiens, des psychiatres, tous ceux qui peuvent contribuer à ça, mais à partir du moment où c'est organisé, la transgression n'est plus de notre côté tellement, mais plus toujours du côté de la demande du patient. La demande du patient est toujours transgressive. Elle vise toujours à modifier quelque chose de sa destinée et quelque chose qui est un peu scandaleuse parce qu'elle est dans l'image, ce qu'on imagine de superficiel. Mais c'est aussi notre interface avec le monde. Mais vous êtes confronté, mais vous pouvez aussi passer le bébé, si je puis dire. Ça, c'est une déformation personnelle, mais je veux dire, vous pouvez poser... Pour quelqu'un qui a une nécessité comme celle-là, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous, en tant que médecin, la personne peut s'adresser à d'autres médecins. Donc c'est aussi un choix que vous devez, que vous êtes amené à faire, c'est de savoir si vous adhérez à cette nécessité ou pas. Dans le cas présent, oui. Dans le cas présent, oui. Il est évident qu'il ait des demandes, par exemple, auxquelles je n'ai pas envie d'accéder. Si, comme le dit mon patient, me dit si je comprends bien, me couper la langue en deux qui prend une demi-heure et qui est réversible, vous choque moins que mettre des ballons en plastique dans les seins des femmes. Je peux l'entendre. Quand une femme vient me demander des seins que moi je juge surdimensionnés, je n'ai pas envie de participer à cette aventure. J'ai tort peut-être, j'ai peut-être pas besoin de juger son sens esthétique. Il n'y a pas de grande différence dans la technique opératoire entre mettre des petites prothèses et des grosses prothèses, mais je n'ai pas envie. Or, ce patient, j'ai envie de l'aider, parce que ma vocation, c'est être au service de la singularité, de l'identité de quelqu'un, et j'entends dans sa demande sa vérité. Enfin, en tout cas, sa nécessité. Sa nécessité. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous êtes confronté. Parce qu'au début, vous avez dit la chirurgie esthétique, c'est pas une chirurgie de nécessité. Mais si, pour le patient, c'est une chirurgie de nécessité. Parce que... Il y a aussi de la consommation par plaisir ou par gourmandise. Il n'y a pas que de la nécessité dans la chirurgie esthétique. Toutes les demandes, on a tendance à mesurer le complexe, à comparer une espèce de douleur psychique par analogie à une douleur physique, et dire que ceux qui sont dans la douleur, qui sont dans la nécessité, pourraient demander. Mais on peut aussi juste avoir envie d'avoir les seins un peu plus volumineux. Je ne vais pas commencer à régir... Ben si, parce que vous refusez certaines augmentations, et par contre, vous allez écouter la nécessité de telle ou telle personne. Donc en fait, vous voyez bien, vous-même vous avez dit qu'il y a des choses que vous allez accepter, d'autres pas. Oui, donc la taille mais 8, je discute oui, pas la taille 10, non. Je ne discute pas la demande. Je dis ça, je ne le sens pas. Ça me convient. Je n'y crois pas, je ne veux pas y participer. Je ne dis pas qu'elle a tort dans sa demande. Bien sûr, Ça s'entend. Ça s'entend parfaitement. Je pense qu'il faut malheureusement qu'on s'arrête là. On pourrait, je crois, en discuter très très longtemps. C'est une nécessité. On ne peut pas transgresser davantage. Merci Merci beaucoup. Au revoir.